première rafle parisienne. La plupart des arrestations en France ont lieu à partir de repérages domiciliaires. Citons la mise en place d'un ministère de la persécution, le commissariat général aux questions juives. Citons encore la mise en place quasi simultanée en France, en Belgique et aux Pays-Bas d'union obligatoire des institutions juives dont les dirigeants deviennent des interlocuteurs désignés des Allemands. 1942 est l'année de la mise en acte de la solution finale, liée aux décisions allemandes prises à la conférence de Wannsee. Des ordonnances d'exclusion des espaces publics sont promulguées en zone nord, mais rien de comparable en zone sud. Vichy est toutefois, à partir de 1942, le seul gouvernement à livrer des juifs depuis un territoire non occupé par les Allemands. En 1942, année terrible des grandes raves, au cours de laquelle 42 000 des 75 000 juifs déportés de France sont arrêtés, les propagandistes de l'antisémitisme sont en retrait d'action. Si les journaux ont consacré des articles aux rafles de 1941, les consignes de 1942 sont la discrétion. De la rafle du Veldiv, il n'existe, on le sait, qu'une photo. Ceux qui mettent en œuvre le processus de destruction des communautés juives de France ne sont pas des idéologues, encore moins des antisémites de conviction. René Bousquet appartient à une tradition radicale socialiste qui le rattache aux élites de la Troisième République dont il fut préfet. Son action est pourtant bien plus meurtrière que celle des propagandistes. Secrétaire général à la police de Vichy, il négocie avec le général SS Karl Oberg la livraison des Juifs par la police et par la gendarmerie française en 1942. Et on peut en dire autant de son protecteur, le chef du gouvernement Pierre Laval. Tous deux se distinguent des professionnels de l'antisémitisme par leur attention au retournement de l'opinion et des églises devant le spectacle de l'arrestation des femmes et des enfants. Leur souci d'engager l'opinion va également de pair avec le retournement des armes en 1943 avec la défaite allemande de Stalingrad. Et le fait qu'ils n'ont pas obtenu aussi de la politique de collaboration les fruits escomptés. Cette réelle politique explique largement le refus des hommes de Vichy d'étendre l'étoile jaune en zone sud. Les Pétain, les Laval, les Bousquet, les Papon sont des criminels de bureau qui se distinguent en cela des publicistes antisémites qui mouillent leur chemise. C'est peut-être là, entre réalisme cynique et fanatisme jusqu'au boutiste, que réside la frontière entre les antisémitismes des années 40. On a souvent tracé une frontière entre l'antijudaïsme catholique et contre-révolutionnaire de Gladé-Bala, premier commissaire général aux questions juives, et celle de son successeur, Darquier de Pellepoix, antisémite exterminationniste. Cette opposition entre Bala et Darquier est artificielle, parce que tous deux servent la même politique au service du plan européen d'extermination, Bala se retrouvant en 1944 du côté des ultras de la collaboration, remplaçant au ministère de l'Information Philippe Henriot après son exécution par la résistance. Alors je voudrais revenir aux conséquences de ces politiques à niveau régional, celui de Tours et de sa région. Mon sujet de recherche m'a amené à m'intéresser au camp de la Lande, à Mons, dont les internés juifs furent assistés matériellement par le rabbin Élie Bloch. Dans ce département d'Indre-et-Loire coupé en deux par les lignes de démarcation, nombre d'internés ont tenté son franchissement clandestin. La ligne de démarcation est alors un filet pour juifs, pour reprendre l'expression utilisée par l'historien Éric Alary qui lui a consacré sa thèse. Dans son calendrier de la persécution des Juifs de France, Serge Klarsfeld a reproduit une lettre dont je voudrais donner lecture. Datée du 4 novembre 1942, elle est adressée au préfet de police de Paris. Elle montre la profondeur de l'intégration républicaine des Juifs de France et leur foi patriotique intacte. Je cite: « J'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance et de votre générosité les renseignements concernant ma fille, Madame Jacques Lévy et Violette Joël, arrêtée vers le 10 septembre dernier alors qu'elle tentait de franchir la ligne de démarcation dans les environs de Montrichard et sans porter l'étoile réglementaire. Elle était accompagnée de son fils Jean Lévy, âgé de 8 ans et demi. Ils furent dirigés successivement au camp de la Lande près de Tours et au camp de Drancy, d'où vers le 25 septembre je perds leurs traces. Je me permets de vous signaler à toutes fins utiles que le mari de ma fille, le caporal Jacques Lévy, a combattu dans les rangs du 23e régiment colonial d'infanterie, qu'il a été blessé du côté de Sedan en juin 40 et fait prisonnier après avoir été soigné dans un hôpital allemand. Il est actuellement interné dans un stalag. Le but de cette démarche que je me permets de vous adresser n'est pas d'essayer d'adoucir le sort de ma fille, capable de supporter les conséquences de son acte, mais poussé par un sentiment paternel, je serais heureux si toutefois cela est possible et si l'enfant était séparé de sa mère, de lui éviter l'isolement, espérant que les autorités allemandes voudraient bien accepter de confier la garde de l'enfant soit à moi-même, grand-père maternel, ancien combattant de la guerre 14-18, ayant été blessé, ayant été réformé temporairement, soit à sa grand-mère maternelle, veuve du lieutenant-colonel Léon Lévy, blessé et trépané durant la guerre 14-18 et décédé en 1941.
On sait que cette démarche auprès de Vichy n'a aucun succès, puisque Violette Lévy, 31 ans, et son fils Jean, 8 ans, sont déportés le 23 septembre 1942 de Drancy vers les chambres à gaz d'Auschwitz, après avoir été internés au camp de la Lande. Ainsi, théoriquement protégée de la déportation, cette épouse de prisonnier de guerre est déportée sous prétexte d'infraction à une ordonnance allemande. Avant même le déclenchement des grandes rafles, donc, les Juifs sont ainsi internés par centaines dans la région de Tours, prélude à leur transfert au camp de Drancy. Comme au camp de Drancy du reste, les communautés juives du camp de la Lande servent de réservoir d'otages. Ainsi, le 5 février 1942, quelques mois avant que soit mise en œuvre la politique d'extermination, une vingtaine de Juifs de Tours sont désignés comme otages à la suite d'un attentat et déportés. À Drancy, le camp de la Lande est alors l'un des 6 camps, au début 1942, l'un des 6 camps d'internement pour Juifs de la zone occupée, avec Drancy, la caserne parisienne des Tourelles, les camps de Pithiviers et de Bonne-la-Rolande, ainsi que le camp de Troyes. Le 15 juillet 1942, lors des grandes rafles de zone occupée, 200 Juifs sont raflés à Tours et conduits à l'école normale de filles de Saint-Symphorien et internés le 16 juillet au camp de la Lande, puis déportés à partir d'Angers par le convoi du 20 juillet 1942, le convoi numéro 8, on le sait, et qui comprendrait, d'après Serge Klarsfeld, au final venant de Tours, 132 hommes et 156 femmes. Jusque-là, on n'arrête pas les hommes lors des rafles, et les femmes et les enfants, jusqu'en juillet 1942, n'ont pas eu le réflexe de se cacher, puisque les 3 rafles de région parisienne de 1941 ne comportent que des hommes. Élie Bloch, à partir de juillet 1942, au moment où pour la première fois les femmes et les enfants sont visés par les grandes rafles en zone occupée, demande à la direction parisienne de l'UGIF de lui donner le titre officiel de délégué de l'UGIF pour les départements de la Vienne, de la Charente et de l'Indre-et-Loire. Élie Bloch obtient ainsi du commandant du camp de la Lande, à partir du 25 août 1942, veille du déclenchement des grandes rafles en zone sud, que les internés de la Lande puissent recevoir la visite de proches chaque premier dimanche du mois à 14h pendant une demi-heure. Jusque-là, il a dû solliciter les services de l'assistante sociale de la Croix-Rouge, Annette Monod, afin que les internés reçoivent des colis de compléments de nourriture, pour éviter la disette. Le 30 août, Élie Bloch peut faire entrer des colis collectifs dans le camp d'internement, devenu une étape avant Drancy, et les centres de mise à mort de Pologne. Vidé par les transferts des internés en direction de Drancy, le camp de la Lande est de nouveau surpeuplé à la suite de nombreuses arrestations de Juifs fuyant les rafles de région parisienne. Le 5 septembre 1942, vous le savez, 411 internés du camp de la Lande sont transférés à Drancy, dont un quart sont français et un bon tiers sont polonais, selon les estimations de Serge Klarsfeld. Ils sont 144 le 22 septembre 1942. Les séjours à Drancy sont souvent brefs. Quelques exemples, sur 157 internés de la Lande faisant partie du convoi 31 qui, le 11 septembre 1942, quitte Drancy par Auschwitz, Ruclad Kerman, 82 ans, ou encore Sylvain Friedel, enfant de 3 ans, sont chargés dans les wagons à Vestour 6 jours seulement après être arrivés à Drancy. Beaucoup d'enfants isolés ont été ainsi transférés d'un camp d'internement à l'autre avant d'être déportés. Certains de ces enfants isolés demandent à rejoindre leurs parents. Nous conservons ainsi, exposée désormais au collège Michelet de Tours, une courte lettre écrite au crayon le 19 juillet 1942 depuis l'école-prison Michelet de Tours. Il s'agit de Harry Roger Strachou, âgé de 9 ans, né à Anvers, et qui s'adresse en ces termes au commandant du camp de la Lande. Monsieur le directeur, excusez-moi si je me permets de vous écrire, nous sommes 4 enfants qui attendons d'être à Tours. Ne pourriez-vous pas nous faire chercher? Nous sommes seuls car nos parents sont partis. On sait que le lendemain, Max et Henriette, les parents de l'enfant Roger Strachou, sont déportés du camp de Drancy vers Auschwitz. 2 mois plus tard, après avoir été à son tour transféré seul à Drancy, Roger Strachou est déporté seul, le 23 septembre 1942, vers les chambres à gaz d'Auschwitz. Pour nombre d'enfants, l'UGIF a multiplié les démarches pour leur éviter l'internement et les consigner au sein de foyers d'enfants juifs, qui furent tout à la fois des refuges, des sas permettant d'être pris en charge par des filières clandestines, mais parfois aussi, ces foyers d'enfants furent des souricières, une réalité très complexe dont les historiens doivent tenter de rendre compte. Moins massive à partir de la fin de l'année 1942, les rafles vont se poursuivre, ce dont témoignent les carnets de fouilles conservés au camp de Drancy. Ainsi, le 17 octobre 1942, sur 193 entrées au camp de Drancy, 41 des personnes arrêtées sont inscrites comme provenant de Tours et 9 du camp de la Lande.
Je prends d'autres exemples. Le registre du 6 novembre 42, c'est 84 entrées à Drancy, 23 viennent de Tours, dont 12 femmes et 5 enfants. Sur ces 23, 14 sont français. Les communautés juives étrangères ont été dans les mois précédents les victimes les plus nombreuses des grandes rafles. On sait que sur près de 76 000 juifs déportés de France, ils constituent, donc je l'ai dit, 60 000. On reviendra peut-être dans la discussion sur les raisons de la plus grande vulnérabilité des juifs étrangers. Si l'année 42 est l'année terrible des grandes rafles, le filet des internements continue en 43-44, filet quasi interrompu en direction du camp de Drancy. Ainsi encore, le 15 avril 43, entrée au camp de Drancy, 5 juifs en provenance de Tours, puis 11, dont 5 femmes le 29 mai 43. De nouveau, 5 juifs en provenance de Tours sont internés à Drancy le 12 octobre 43. Encore 4 le 20 décembre 43, 37 le 30 janvier 44, après que la délégation régionale de l'UGIF soit passée entre les mains de Germaine Bernheim, informatrice de la Gestapo. 2 juifs en provenance de Tours arrivent le 22 février 44 à Drancy, ils sont 3 le 29 mars 44, une entrée le 6 avril 44, et encore 4 le 30 mai 44, on le voit quelques semaines avant la libération. Alors, en conclusion, la persécution antisémite a profondément bouleversé l'implantation juive en Touraine, une implantation alors, je crois, relativement récente, si on regarde la synagogue qui est construite au début du siècle, du XXe siècle, ce dont nous reparlerons peut-être. Donc, à une première phase d'expulsion, de déplacement et de résidence surveillée entre fin 40 et l'été 41, a succédé une phase d'internement à partir du mois d'août 41. Cette phase est du reste contemporaine de la deuxième grande rafle en région parisienne et de l'ouverture du camp de Drancy aux Juifs. Troisième phase, celle des rafles de juillet 42, le camp de la Lande sert de réservoir de déportation jusqu'à la fin de l'année 42. Quatrième phase, les rafles qui ont lieu à Tours et dans sa région, à partir de 43 majoritairement, le camp de la Lande ayant été vidé de ses Juifs. Donc, les rafles tournantes alimentent ainsi de manière continue le camp de Drancy en une période où l'administration de Vichy s'entend tourner le vent et est un peu en retrait. Symptôme de ce que l'historien allemand Aldrich Mayer appelle une externalisation de la terreur alimentée par des opérations conjointes de la milice et des forces allemandes. On voit là cette administration de Vichy bien en retrait. Alors, peut-être dans la discussion, on reviendra nous sur la région qui sert également de refuge aux Juifs, puisque a été, on le sait, apposée à la synagogue une plaque en 2005 en hommage aux Juifs. On compte là 34 justes d'Indre-et-Loire, dont le nom est gravé, mais sans doute de nombreux autres ont été identifiés depuis et le seront dans les années suivantes.